Bonjour à tous. En effet, je me présente tout d'abord, Benjamin Cuer, je suis doctorant en première année à l'Institut Cancer Montpellier et je vais utiliser un exemple pour prendre en compte les données manquantes potentiellement informatives dans l'analyse longitudinale de la qualité de vie. Alors, j'arrive pas à passer. La qualité de vie relative à la santé, c'est un critère qui est utilisé pour investiguer le bénéfice clinique de nouvelles stratégies thérapeutiques. La qualité de vie, elle est multidimensionnelle. Donc là, je vous montre par exemple les dimensions que l'on peut évaluer par le questionnaire QLQC30, comme il a été expliqué précédemment dans la présentation. La qualité de vie, elle est également subjective et dynamique, elle change au cours du temps. La qualité de vie n'est pas directement mesurable et on est obligé de passer par des scores de qualité de vie. En Europe, le questionnaire le plus couramment utilisé est le QLQC30, qu'on donne à chaque patient à chaque visite. On évalue des items pour donner un score à chaque dimension, un score qui va de 0 à 100. Pour l'analyse de la qualité de vie, une des problématiques rencontrées, c'est la prise en compte, c'est les données manquantes. Pour quelles raisons? D'une part, les questionnaires peuvent être manquants, ou d'autre part, les items peuvent être manquants et donc les scores sont manquants. Notre travail va se restreindre, nous, à des données manquantes qui sont monotones, c'est-à-dire des données manquantes, monotones, c'est-à-dire qu'à partir d'un certain temps, on n'a plus accès aux données de qualité de vie du patient. Donc c'est ce que je vais appeler le drop-out, et c'est souvent des données qui sont manquantes et informatives. Et l'objectif du travail, ça va être justement d'étudier l'évolution de la qualité de vie en prenant en compte ce type de données manquantes. Donc tout d'abord, on va revenir sur les mécanismes de données manquantes. Donc il en existe 3. Donc les données qui sont manquantes complètement aléatoirement, les données qui sont manquantes aléatoirement. Donc là en fait, qu'est-ce que c'est? C'est le mécanisme de données manquantes qui peut dépendre de la qualité de vie qui a été déjà observée. Et le troisième type, c'est les données manquantes non aléatoirement, où là, les données manquantes, le processus de données manquantes peut dépendre de quoi? De la qualité de vie qui a été observée et de la qualité de vie qui n'a pas été observée. Donc un exemple, c'est un patient qui ne répond pas au questionnaire, il peut avoir progressé dans sa maladie, qui peut le rendre fatigué, et donc du coup, il ne va pas répondre à la dimension fatigue, et donc on ne va pas pouvoir l'évaluer. Donc, dans les deux premiers cas, il y a une perte de puissance statistique parce qu'on fait l'analyse sur moins d'individus. Et pour des méthodes basées sur la vraisemblance, on n'a pas de biais sous l'hypothèse, par exemple, MAR. En revanche, ce qui est compliqué, c'est avec des données manquantes qui sont non aléatoires, où là, il faut absolument modéliser le processus de données manquantes pour avoir aucun biais de l'estimation dû aux données manquantes. Donc, pour modéliser la qualité de vie en présence de données manquantes, je vais introduire quelques notations. Donc, tout d'abord, je vais appeler YI de T le score de qualité de vie au temps T du patient I. Et je vais appeler DI le temps de drop-out. Donc, on se souvient, c'est le temps à partir duquel on n'a aucune mesure du patient, de sa qualité de vie. On a deux vecteurs de paramètres à estimer, θ et psi, qui sont inconnus, et un vecteur de covariable spécifique au patient, donc qui peut être, nous, ça sera le temps et le bras de traitement. Notre objectif, en fait, ça va être de modéliser à la fois le processus de mesure, donc c'est-à-dire la qualité de vie, et le mécanisme de drop-out. Tout ça dans ce qu'on appelle la distribution conjointe, qu'on écrit ici. Je ne sais pas comment... Bon, la distribution conjointe. Et en fait, il existe deux décompositions de cette distribution conjointe. Donc, la première décomposition, c'est les modèles de mélange, les pattern mixture models, où on conditionne en fait la distribution conjointe de la qualité de vie et du processus de données manquantes par le temps de dropout, donc DI ici en rose. Et la deuxième façon, c'est d'utiliser les modèles de sélection, donc les selection models, où là, on fait le conditionnement inverse, c'est-à-dire qu'on va conditionner par YI, c'est-à-dire la qualité de vie. Et l'objectif, ça va être justement d'utiliser ces deux décompositions de la distribution jointe avec nos données.
Donc les données qu'on va utiliser, ce sont les données issues de l'essai Unicancer Prodige 5 Accord 17, qui est un essai randomisé qui vise à comparer deux traitements, donc un traitement avec standard et un traitement expérimental sur des patients atteints du cancer de l'œsophage localement avancé. Le critère principal, c'était la survie sans progression et il est montré aucune différence entre les deux traitements. Et quant à la qualité de vie, c'est un critère secondaire. Et moi, je vais essentiellement me focaliser sur la dimension de statut global de santé, appelée QL2. Notre travail, ça va être de comparer les résultats du modèle linéaire mixte, donc c'est-à-dire des modèles basés sur la vraisemblance qui sont valides sous l'hypothèse MAR, et de comparer ces modèles de référence aux modèles de selection model, de pattern mixture model et de selection model, qui sont les deux décompositions, je le rappelle, de la distribution conjointe. Donc, quelques rappels sur les modèles linéaires mixtes utilisés en qualité de vie. Donc, c'est des approches longitudinales qui sont les plus classiquement utilisées. Donc, ici, je vous ai écrit le modèle. Donc, en fait, on va modéliser la qualité de vie en fonction du temps, du bras de traitement et de l'interaction. On va vouloir comparer l'évolution du score de la qualité de vie dans les deux bras de traitement. L'avantage avec ce modèle, c'est qu'on a une interprétation directe des coefficients. Donc β1, le coefficient associé au temps qui va nous donner la pente dans le bras standard, et le coefficient β3 qui est l'effet d'interaction qui va nous donner la différence finalement d'évolution de la qualité de vie entre le groupe expérimental et le groupe standard. Donc, sous cette hypothèse MAR, en utilisant ces modèles linéaires mixtes, on a ces courbes de qualité de vie dans chaque bras de traitement, donc avec les estimations pour la dimension QL2 du temps et de l'interaction bras-temps. Donc, on voit ici que le coefficient associé au temps est positif. Tandis que le coefficient d'interaction est également positif à la limite de la significativité. Donc ici, on peut penser que la qualité de vie des patients s'améliore au cours du temps. Donc ça va être notre modèle de référence. Et maintenant, on va essayer de le comparer aux deux autres façons de modéliser la distribution conjointe. Donc les pattern mixture model, là je vous rappelle l'écriture du modèle. Et en fait, on a défini trois profils de patients. Donc ce qu'on a regroupé dans le pattern 0, le pattern 1 et le pattern 2. Donc le pattern 0, par exemple, c'est les patients qui ont un drop-out précoce, c'est-à-dire avant 3 mois. Et le pattern 2, le dernier, c'est les patients qui ont un drop-out assez tardif, ici à 12 mois. Je vous ai mis les proportions des patients dans chacun de ces patterns. Et en fait, l'idée du pattern mixture model, ça va être de modéliser la qualité de vie dans chacun de ces patterns, donc dans chacun de ces groupes de couleurs, qu'on va multiplier, en fait, ces estimations, on va les multiplier par la probabilité d'être manquant, c'est-à-dire par la proportion la proportion du pattern, la probabilité d'appartenir à ce pattern. Donc les pi1, pi2, pi3. Donc en fait, qu'est-ce qu'on a ? On a un modèle qui est stratifié par pattern et qui va être pondéré par la proportion de chaque pattern. Donc ici, on a la représentation des modèles, donc c'est-à-dire les modèles linéaires mixtes dans chacun des patterns. Donc c'est les modèles, les droites qu'on voit de couleur dans chacun des patterns 1, 2, 3, 0, 1, 2, avec les estimations associées dans chacun des patterns. Donc ici, on voit par exemple que le coefficient de temps donc dans le pattern 0, le orange, il est négatif, il est égal à moins 2,9. Donc c'est-à-dire qu'en fait, la qualité de vie des patients se détériore. Donc ça, c'est les patients qui quittent précocement l'étude. En revanche, les patients qui vont jusqu'au temps 12, c'est-à-dire le pattern numéro 3, ils ont un coefficient de pente, donc associé au temps, à 0,169, c'est-à-dire ils ont une qualité de vie qui a tendance à augmenter au cours du temps. Donc on s'aperçoit qu'il y a quand même des estimations différentes dans chacun de ces patterns et qui vont même pas dans le même sens, c'est-à-dire que dans le pattern 0, les patients qui quittent précocement l'étude, ils ont une qualité de vie qui se dégrade. On pourrait aussi se demander si le modèle linéaire mixte est vraiment
adapté à ce type de données, puisque si je reviens en arrière, on voit ici que tous les patients, même ceux qui vont loin dans l'étude, ont une qualité de vie qui diminue avant 3 mois, ce qui correspond finalement en fait, à la période de traitement. Donc là, c'était les modèles, de pattern mixture model. Et en fait, pour le comparer au modèle linéaire mixte classique, il faut calculer ce qu'on appelle les estimations globales, parce que là, on avait les coefficients dans chaque pattern. Et pour calculer les estimations globales, on va juste multiplier par la proportion du pattern. Donc du coup, on a les estimations globales qui sont données dans le tableau ici. Donc on voit ici qu'on a un coefficient de temps qui est pas dans le même sens que le modèle linéaire mixte de base, c'est-à-dire ici une qualité de vie qui a tendance à se dégrader. Ensuite, je vais utiliser la décomposition selection model, donc, qui est écrite ici. Et en fait, de par le conditionnement par les données, donc par YI, la qualité de vie, elle est potentiellement non observée. Donc on n'a pas forcément accès à cette donnée. Donc en fait, c'est pour ça qu'on intègre sur toutes les données manquantes. Et en fait, le modèle de Deagle-Kinward va utiliser un modèle linéaire mixte pour modéliser la qualité de vie et un modèle de régression logistique pour modéliser le fait d'être manquant au temps J. Modéliser le temps la probabilité d'être manquant au temps J en fonction de quoi? D'une constante, de la qualité de vie précédemment observée et de la qualité de vie YIJ qui est potentiellement manquante. Ouais. Et donc, en fait, on s'aperçoit qu'on a 3 cas possibles selon les coefficients, comment ils sont estimés. Donc, si les 2 derniers coefficients sont égaux à 0, on est dans le cas MCAR. Et si on a psi0, psi1, psi2, on est dans le cas MNAR, puisqu'on peut dépendre de la qualité de vie qui n'est pas observée. Donc là, ce sont les estimations du selection model mises au regard des estimations du modèle linéaire mixte. Et on a exactement les mêmes estimations, avec en plus psi0, psi1, psi2 qui sont estimés. Pour conclure, donc, sur l'application pour les pattern mixture model, on a vu qu'il y avait un effet temps qui était inversé, dû finalement peut-être aux patients qui ont quitté précocement l'étude, alors que le selection model, on obtient les mêmes estimations que le modèle de référence. Donc, dans un cas plutôt en faveur de l'hypothèse MAR, puisque les modèles linéaires mixtes ont des résultats qui sont non biaisés sous cette hypothèse, et pour les pattern mixture model, plutôt en défaveur de cette hypothèse. On a parlé de l'effet quadratique qu'on pourrait peut-être mettre dans les modèles linéaires mixtes. Et enfin, pour conclure sur les méthodes, dans le premier cas, les modèles de pattern mixture model, on voit vraiment l'évolution de la qualité de vie dans chacun des patterns, donc ce qui peut être bien. Et pour le selection model, on a une interprétation du psi0, psi1, psi2 qui peut donner une indication sur le type, sur le mécanisme de données manquantes. Et enfin, ces 2 méthodes reposent sur des hypothèses de modélisation qui sont non vérifiables puisqu'on n'a pas les données. Merci à tous.